Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Si les marchés financiers sont l'une des mesures qu'on peut avoir de l'inquiétude dans le monde, M. Trump a créé pas mal de nervosité au cours des derniers jours. Peut-être avons-nous été complaisants comme investisseurs pour ceux qu'ils sont depuis quelques semaines ou quelques mois. Il y en a qui parlaient de la bulle de l'intelligence artificielle, quoiqu'elle se contenait elle-même, parce qu'à force d'annoncer que c'est une bulle, déjà, ça dégonflait un peu. Mais là, c'est la bulle Trump, ou Trump qui fait éclater sa propre bulle. Les marchés qui ont été hier en Europe fortement perturbés par la déclaration du président sur le Groenland, 2% à la baisse pour le CAC 40 en France. Encore aujourd'hui, ça a ouvert dans le rouge. Heureusement pour les Américains, ils n'ont pas été confrontés à ça hier. C'était une journée fériée, Martin Luther King, mais on sent déjà que ça va beaucoup bouger. Il va y avoir de la volatilité et c'est peut-être une des premières mesures de ce que le monde découvre avec stupéfaction, la nouvelle salve de Donald Trump de droits douaniers, mais aussi sa manière de faire, débridée, transparente. Il publie des captures d'écran de messages privés qui lui sont envoyés par le président français, par le patron de C'est l'OTAN. incroyable, ça. Hein? C'est, en tout cas, dans les annales de la diplomatie, c'est pas souvent arrivé. Non, mais c'est parce que dans les annales de diplomatie, il n'y avait pas le texto. Mais tu sais, moi j'insiste pour dire, c'est le texto, le message texte, tu sais, M. Carney nous l'a dit, on s'envoie des messages textes. Mais à mon avis, c'est positif, c'est comme devenu une petite façon, l'air de rien, entre les leaders, de se passer des messages, de rester en contact. Mais là, si on commence à les publier, si les chefs de gouvernement qui s'envoient des messages textes commencent à penser que l'autre cave à l'autre bout pourrait publier ce que j'y envoie, ben là, tu crées une méfiance, tu te parles plus, mais c'est terrible. C'est clair que ça crée de la méfiance parce qu'on fera très attention à ce qu'on écrit. Il faut voir que Donald Trump, dans tout, a un rapport différent aux communications. Je te rappelle que le matin de l'intervention américaine au Venezuela, à 4h11 ou 10, il répondait au téléphone. C'était un journaliste du New York Times qui l'appelait et répondait, confirmait qu'il y avait une opération militaire en cours. Il lui a parlé pendant 50 secondes et a aussi, dans cet appel, confirmé que M. Maduro avait été capturé. C'est donc dire qu'en tout, c'est différent. Est-ce qu'on a mémoire d'un président américain qui répond au téléphone pour répondre à des questions de journalistes? Probablement pas. D'un journal qui poursuit pour 15 milliards parce qu'ils font juste des fake news anyway. Mais c'est pas une bonne raison pour se refuser à répondre au téléphone et qui publie des captures, enfin, par capture d'écran, publie ses conversations, si elles ne sont pas secrètes, privées, avec des vis-à-vis qui ont du pouvoir, comme le président de la République française, mais aussi le patron de l'OTAN, M. Rutte. Et il le fait et pour la deuxième fois, parce qu'il avait, il y a quelques semaines, quelques mois, publié un de ces messages que lui envoyait Rutte en l'appelant Daddy, papa. Et imagine l'humiliation pour le patron de l'OTAN qui essaie assez malhabilement, disons-le, de flatter dans le sens du poil Daddy. Alors évidemment, quand Trump voit ça... Tout le monde a lu la fable. Présentement sur la Terre, là, tout le monde relit et relit la fable Le renard et le corbeau. Puis tout le monde, je veux dire, vante son ramage et sa belle voix pour y faire échapper son fromage. C'est une vraie joke. Je veux dire, c'est pathétique de voir l'humanité agir. Là. Eh oui, parce que pour l'instant, je pense qu'il contrôle pas mal son fromage et tous ceux qui essaient de le flatter et de parler de son ramage se retrouvent gros gens comme devant, un peu gênés. Et dans le cas de Rutte, nouveau message où il expliquait qu'il allait, à grand renfort de discours au sommet de Davos, appuyer tous les gestes extraordinaires faits par le président Trump, serait là pour s'assurer que la communication du président des États-Unis soit bien entendue et au passage discrètement disait est-ce qu'on pourrait peut-être parler du Groenland, essayer de trouver un petit chemin pour s'entendre timidement. Ça donne une idée, en tout cas, des rapports de force de manière très transparente. Et tout ça alors qu'on est à 1 an, jour pour jour, de l'investiture du Trump 2.0, revenu certainement
aguerri après 4 ans de jachère. Je dis aguerri parce qu'il s'était préparé à la prise du pouvoir, il s'était préparé à ce qui s'en venait. Et quand on est surpris, tétanisé par ce qu'on voit, puis on dit c'est brouillon, je dis c'est tout sauf brouillon. Sur la question du Groenland, on en parlait hier, il a parlé des brise-glaces au tout début de son mandat, sachant qu'il allait probablement déployer son plan. Personne n'avait jamais vu venir l'idée qu'il pourrait menacer le Danemark et les Groenlandais d'invasion, d'opération militaire. Ce n'est pas encore arrivé pour autant. Mais 1 an plus tard, on prend la mesure de ce Trump décomplexé, préparé, et qui a changé radicalement le paysage politique américain et, je te dirais, le paysage politique et géostratégique global. Aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité française, il y a une actualité américaine. Il n'y a pas d'actualité allemande, il y a une actualité américaine qui s'impose dans les conversations et qui partout révèle l'impuissance de ces pays et de l'Union européenne qui, même collectivement, n'est pas capable de tenir tête. C'est un peu le roi est nu. Je pense que pendant des années, ils n'ont pas voulu contempler cette faiblesse. Je parle des Européens. Et aujourd'hui, prennent évidemment la mesure, mais violemment, de ce qu'ils sont impuissants. Alors, ils parleront de la règle de droit, du droit international, d'une tradition, des 80 ans à bâtir collectivement la sécurité européenne et même mondiale grâce à l'OTAN. Pour autant, si le président décide, par exemple, sur le Groenland, de faire vraiment main basse et d'aller jusqu'au bout de sa logique de contrôle, il n'y aura pas beaucoup de pays européens qui pourront se tenir devant lui. Et déjà, hier on en parlait, il y avait un conseil de défense à l'Élysée, conseil de défense où en général on parle de la Russie, on parle de terrorisme, mais où on parlait de la menace américaine. Et je te disais hier, on parlait de la réponse que veulent les Français, c'est-à-dire employons ce que nous avons comme outil pour dire non. Et partout en Europe, pas juste les Allemands, rétropédalent, essaient de trouver un nouveau moyen d'engager la conversation. Ça va beaucoup se passer à Davos. Emmanuel Macron prend la parole là ou bientôt. Demain, c'est Trump. Mark Carney aussi. Mark Carney, je pense tout de suite après ou tout de suite avant M. Macron. Exact. Et ça ressemble à règlement de compte à Hockey Choral. Là. Ils vont tous se retrouver. Ils ont déjà tous dégainé. T'sais, ils sont tous prêts. Ils ne vont même pas dégainer là-bas. Ils sont avec l'arme au poing. La question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appuyer sur la détente? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir frontalement dire au président, ça ne passe plus? D'autant qu'à l'horizon, pour jeudi, Donald Trump aimerait régler l'affaire de son nouveau Conseil de la paix. Aimerait que les pays qu'il a invités signent et que ça parte. Et quand on disait un monde mais quand nouveau... tu signes comme quoi, mettons Carney signe, c'est que tu signes comme quoi tu es prêt à participer au Conseil de la paix pour la paix à Gaza et peut-être pour autres missions ensuite, ailleurs. Mais tu mets 1 milliard sur la table. Donc c'est comme un nouvel ONU, mais avec un frais d'entrée d'1 milliard, genre. Alors, c'est peut-être, je pense que, alors c'est l'ONU, sinon le Conseil de sécurité, pour les régimes autoritaires riches. Parce que pour l'instant, sur la question du milliard, on ne sait pas qui a vraiment répondu oui. Le Maroc a dit qu'il acceptait l'invitation. Est-ce que c'est un siège permanent ou c'est un strapontin? Parce que c'est à géométrie variable. Si tu veux un siège permanent, c'est 1 milliard le prix d'entrée, mais tu peux pour 3 ans siéger. Si Trump t'accepte, bien à ce moment-là, c'est en rotation. Un peu comme aux Nations Unies. Dans les règles du jeu, là, dans la constitution du nouvel ONU, il y a un boss. Il n'y en a pas 10, puis c'est Trump qui décide tout. Y compris de ce qu'on fera avec l'argent que ceux qui accepteront de payer pourront ou non dire quelque chose. Là. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va décider de son successeur. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. Cette Conseil de la paix a vu le jour officiellement, puisqu'il y a 8 pages qui documentent comment ça va se passer. Combien de pays voudront vraiment y participer? Est-ce que c'est le reflet de ce que pense Donald Trump et son administration des Nations unies? Absolument. Il vomit
le système de l'ONU. Pour autant, il n'a pas encore voté avec ses pieds puis refusé de payer les contributions parce que les États-Unis sont le premier contributeur aux Nations Unies, au budget des Nations Unies. Mais là, ça ressemble à un système alternatif à celui des Nations Unies où on pourrait, entre puissances et avec la puissance à leur disposition, régler plus efficacement les problèmes du monde que l'ONU ne l'a fait. Le ground zero de ça, c'était Gaza, apparemment, mais on comprend que ça a d'autres ambitions. C'est-à-dire que Donald Trump aimerait que ce Conseil de la paix puisse s'intéresser à d'autres affaires. Alors oui, la Russie a été invitée, mais Chypre a été invitée. Le Vietnam a donné l'impression hier par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, oui, qu'ils acceptaient. C'est pas un grain de sable dans l'engrenage international. C'est la clé anglaise. C'est le wrench que tu viens de laisser tomber. Est-ce que ça va créer un système parallèle? Est-ce que ça va s'effondrer parce que personne n'y croira? Les Français, hier, ont dit pas pour nous, mais en même temps, on veut en discuter. Donc, le Canada n'a pas dit non. Le Canada a plus l'air d'un joueur sur le bord d'embarquer, là. Tout à fait. Tout à fait. Alors que le Canada est sous le drapeau américain dans une photo qui a été retravaillée par l'intelligence artificielle et mise sur les réseaux de Donald Trump, où on voit les leaders européens dans le bureau aval qui, originellement, voyaient une carte de l'Ukraine. C'est ça qu'ils regardaient. Et là, Donald Trump l'a remplacé par une carte du continent où le Groenland, le Canada, le Venezuela, Cuba, si on est attentif, tout est américain, tout est sous le drapeau américain. Voilà l'ambition continentale du Donald. On a commencé en parlant des marchés financiers. Ils sont probablement nerveux parce que de plus en plus, on doit se poser la question jusqu'où il est prêt à aller. Exactement. Merci Stéphane, à demain.